Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Dernier jour des luttes initiatiques Evala 2023, c'est l'effervescence dans les arènes avec la finale à Thiaré, Somdina et Lassa, le président de la République Fort Eswazini Gnassingbé, était aux premières loges. Également dans ce journal, les procédures de saisine des mécanismes internationaux des droits de l'homme. Le GF2D organise des séances de formation en vue de sa vulgarisation. Et puis l'ultime hommage rendu à Dakrepi, la doyenne des Nanabens. Elle repose désormais au cimetière municipal d'Adjido à Anéro, son village natal. À suivre dans ce journal les témoignages sur le parcours de l'illustre disparu, symbole du Pagnoax. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Et voilà, édition 2023, la boucle est bouclée ce samedi à la première affiche ce dernier jour des luttes initiatiques en pays Kabylie, Thiaré et Ouiamdé. Le président de la République, Fort Eswazini Gnassingbé, était aux premières loges des luttes qui ont eu lieu devant une foule en liesse, fière de sa tradition. Ramdan Bassina. C'est une foule sortie nombreuse qui attendait le président de la République, Fort Eswazini Gnassingbé, à la finale des luttes Evala dans le canton de Thiaré. Un canton situé à 20 km au nord de la ville de Kara et qui s'étend sur 8 km². Thiaré et Ouiamdé sont les deux villages qui constituent ce canton. Aujourd'hui, tradition oblige, leurs Evala s'empoignent dans l'arène. Thiaré en rouge et Ouiamdé en blanc sont tous deux motivés par la rage de vaincre. Léguer la tradition à la génération actuelle et future, c'est la mission des aînés. Et dans l'arène, les Evalas sont fiers d'être de vaillants représentants. Sortis défendre l'honneur de leur village, les lutteurs de Thiaré ont vaincu ceux de Ouiamdé. Les Rouges triomphent par un score de 11-9. La
fin des Evala dans la bonne ambiance dans le canton de Soumdina. Le chef de l'État, Forêt Sozimna Agnès Mbéyi, était également lors des empoignades. Nestor Mouzou. Leur travail consiste à la préparation psychologique des Evala en vue de les galvaniser. À l'arrivée du chef de l'État, les supporters libèrent l'arène afin que le spectacle commence. Au signal de l'arbitre, les lutteurs font leur apparition. La finale des luttes Evala dans le canton de Soumdina se dispute entre Soumdina Bas en blanc contre Soumdina Haut en rouge. Chaque peuple se distingue des autres par ses coutumes et cultures. Le peuple kabye est un monde caractérisé par des rites initiatiques qui permettent de procéder à la classification sociale. Les luttes Evala constituent un des repères dans ce processus au niveau du jeune garçon. Certes, Evala est une pratique qui suscite une certaine agressivité des compétiteurs. Cependant, les lutteurs sont exhortés à faire preuve de fair play. Plusieurs jours de lutte n'ont en rien entamé l'ardeur des compétiteurs. De cette confrontation, ce sont les lutteurs de Soumdina Ho qui s'en sortent bien. Les Rouges remportent la victoire par 18 points contre 12 à leur adversaire de Soumdina Bas.
C'est la finale aussi dans le canton de Lassa qui a refermé ce samedi la manche des Evala 2023 en pays Kabylie. L'ultime confrontation a mis aux prises les Evala de Lassaro et ceux de Lassaba pour ce dernier jour des luttes. La mobilisation était à son comble sur le terrain de l'EPP à Rodo en présence du chef de l'État, Fort Esozimna Nyasimbe Ekwesala. Le terrain cantonal de l'EPP à Rodo à Lassa ce samedi, bondé de monde et dans une ambiance féerique. Pour cause, l'ultime affrontement entre les Evala de Lassaro et ceux de Lassaba. Venus de tous horizons, personne n'a voulu se faire compter la finale des Evala 2023 dans le canton de Lassa. Autorités politiques, administratives et traditionnelles, représentants des institutions, touristes, tous étaient au rendez-vous. L'arrivée du président de la République, Fort Esozimna Nyasimbe sur le site, a donné le coup d'envoi de la finale des Evala dans le canton. Face à face, Lassaro en blanc et Lassaba en rouge. Dans les deux camps, les empoignades démarrent avec ferveur et détermination. Aucune des deux équipes ne veut se laisser dominer par son adversaire. Chaque Evalou fait alors recours à cette technique de lutte. Chez les Evala de Lassaro, tout comme chez ceux de Lassaba, les victoires s'enchaînent. Les combats se montrent de plus en plus rudes. Les forces et l'endurance des lutteurs de Lassaba finissent par payer. La victoire choisit donc le camp des Rouges. Il l'emporte avec 17 points contre 12 pour Lassaro.
La finale entre Lassa Haut et Lassa Bas referme la manche des Evala 2023 en pays kabyais. Au-delà d'un rite initiatique, les Evala permettent aux jeunes kabyais de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Ils lui confèrent non seulement des droits, mais aussi des obligations. Voilà, c'est donc le clap de fin des luttes traditionnelles et voilà un pays kabyais édition 2023 qui s'est terminé dans une ambiance sur un air de liesse populaire. Rendez-vous l'année prochaine. Quittons les arènes et partons à la redécouverte des habitats des Bata Mariba, toujours dans la région de la Kara, une architecture qui attire de nombreux touristes. Le paysage Koutamakou, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nestor Mouzou. Takienta ou Tata au singulier, Sikien au pluriel, nom authentique de ces maisons à Koutamakou, pays des Bata Mariba ou Tamberma, espace qui se trouve dans l'Akiran au nord-est de Kanté. Ces constructions à tourelles constituent l'habitat traditionnel des Bata Mariba. Les Sikiens ont la particularité d'être aussi des temples. C'est une maison d'habitation parce que c'est le lieu de vie du Bata Mariba. De la naissance jusqu'à la mort, tout se fait pour le Bata Mariba dans la Takienta. La Takienta, c'est une étape du cheminement initiatique des jeunes Bata Mariba. Quand l'enfant naît, on l'accueille dans la Takienta. Quand il grandit, il a l'âge d'être initié. L'initiation commence dans la Takienta. Quand il vieillit et il meurt, les rites funéraires commencent dans la Takienta. Donc, c'est consubstantiel à la vie des Bata Mariba, la Takienta. C'est un temple parce que c'est le lieu de prière des Bata Mariba. Quand une personne est décédée et on l'enterre dans un cimetière, son âme est ramenée à la maison de la Takienta. Donc, c'est un lieu de vie des personnes vivantes, mais aussi des personnes décédées. Ces personnes décédées qui sont représentées par des autels. Ils croient en Dieu, et le Dieu pour eux, il s'appelle Kouye. C'est le Dieu soleil, qui détermine même l'orientation de ces Sikiens. Quand vous venez sur le site, vous voyez, toutes les Sikiens ont une ouverture vers l'ouest. C'est parce qu'ils pensent que le Dieu, il est à l'ouest, et il a voulu voir ses enfants devant lui. L'architecture elle-même est une autre particularité. Les Sikiens sont construits sous forme de forteresse. C'est une forteresse protectrice parce qu'au départ, quand les Bata Mariba se sont retrouvés dans cette vallée de la Takora, bon, d'abord ils vivaient dans les troncs d'arbres, dans des arbres caverneux, et ils ont eu l'idée de construire cet tata. Ils étaient environnés par les bêtes féroces, et donc pour se mettre en sécurité, ils ont eu l'idée de construire ça. Vous vous imaginez quand vous êtes poursuivi par un animal, quand vous réussissez à rentrer dans cette Takienta, vous êtes en sécurité, vous êtes en position de force pour en venir à bout, voilà, de l'animal qui vous poursuit ou de l'ennemi. Donc c'était d'abord pour se prémunir contre les animaux féroces. Mais après, ça leur a servi à se prémunir, à se protéger contre tous les ennemis. Il faut dire que quand ils sont même en situation d'urgence, ils peuvent rester dans la Takienta une semaine, un mois, parce qu'il y a tout pour y vivre. Pour être inscrit sur la liste de l'UNESCO, il faut satisfaire à un certain nombre de critères, dont deux principaux. Le Koutamakou a satisfait à ces critères. Le premier critère, c'est lequel? C'est que le site Koutamakou est un type d'habitat traditionnel, toujours vivant et dynamique. Ça se construit toujours. La technique de construction, elle est toujours d'actualité. C'est les matériaux locaux qui sont toujours utilisés, qui marquent l'authenticité. Le deuxième critère qui a milité en faveur de l'inscription du site au Koutamakou, c'est qu'il y a une force d'association entre l'homme et la nature. Les arbres, les bosquets, ce sont des attributs aussi du site. C'est sacré pour eux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est la préservation de l'environnement. Et s'il y a une tradition qui milite en faveur de la préservation de l'environnement, on ne peut que soutenir cette tradition. C'est en 2004 que l'UNESCO a retenu l'habitat des Bata Mariba comme patrimoine mondial. Jusqu'ici, il est le seul site à avoir ce privilège au Togo. Il fait la fierté de tout le pays. Allez, toute autre chose maintenant, les procédures de saisine des mécanismes internationaux des droits de l'homme. Le GFDD a entrepris une série de formations des organisations de la société civile, des professionnels de la santé et autres acteurs en vue de sa vulgarisation. Nestor Mouzou.
Malgré l'existence des instruments nationaux et internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme, la jouissance effective de ces droits demeure un défi, notamment pour les groupes vulnérables et marginalisés. Ces groupes ont du mal à recourir aux mécanismes de protection des droits humains, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D s'est dit qu'il est important qu'ils puissent travailler au renforcement des capacités des organisations de défense des droits humains qui œuvrent sur le terrain pour accompagner ces personnes vulnérables pour une meilleure connaissance des procédures de saisine des différents mécanismes de protection des droits humains. Ce qui est commun à tous les mécanismes en matière de saisine, c'est la nécessité de pouvoir documenter des cas de violation des droits de l'homme, vérifier les allégations qui ont été faites et faire une requête pour adresser au mécanisme qu'on veut saisir. Documenter le cas et élaborer la requête en précisant le lieu, la date où l'événement s'est produit avant de saisir le mécanisme de protection des droits de l'homme. 3 jours pour les organisations de la société civile de la région de l'Ankara pour mieux appréhender les procédures de saisine des mécanismes des droits de l'homme. Les participants estiment avoir bien profité de ce temps pour bien s'outiller. Ça nous a permis de découvrir qui est la CNDH, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il fait pour nous dans les mécanismes de protection. Avec les autres et les camarades, les échanges, ça nous a permis de mieux comprendre les droits humains et les libertés. Nous avons vu plusieurs modules, notamment si une personne vulnérable a été victime ou bien son droit a été bafoué, comment procéder jusqu'à ce que la justice soit faite. Nous avons vu comment la CNDH travaille et nous sommes en train de voir aussi, selon les textes ou bien les lois, quelles sont les personnes vulnérables. En dehors des organisations de la société civile, d'autres groupes cibles sont aussi concernés pour bénéficier de la même formation. Formation qui a été déjà tenue à Takpamé et à Sokodé. Dapaon, Thiévié et Lomé seront touchés dans les prochains jours. Venons-en aux obsèques de la doyenne des Nanabiens, Dédé Gamélé Rosa Crépi, connue sous le nom de Mama Crépi, repose désormais au cimetière municipal d'Ajido à Haniro, dans la préfecture des Lacs. C'est la dernière des femmes influentes qu'on appelle Nanabiens qui contrôlait la plus grande partie du commerce de pagne en Afrique. Elle est décédée le 5 juin dernier à l'âge de 89 ans et c'est tout le peuple togolais qui lui a rendu un ultime hommage ce vendredi. Dodo Wari. Un public à la taille de la personnalité à qui l'on rend hommage. Dédé Gamélé Rosa Crépi, dernière de la génération des Nanabiens du Togo. Celle que les Togolais appelaient affectueusement Mama Crépi faisait partie de la vingtaine de femmes d'affaires qui prospéraient dans le commerce du wax hollandais au Togo et sur le continent. Mais elle a rejoint le boulevard des Allongés dans sa 89e année. Devant les parents, amis, membres du gouvernement, autorités politiques, traditionnelles et administratives, Joséphine, l'une de ses filles, vante les sacrifices de Dada. Dada, tu as travaillé. Tu as travaillé sans relâche, recherchant souvent les conseils de tes frères aînés. Tu as réalisé investissement après investissement, comme ton modèle, la femme de valeur décrite dans les 11 derniers versets du dernier chapitre du livre des Proverbes. Ces versets ont forgé ta passion pour l'entrepreneuriat, passion que tu as voulu inculquer à chacun de nous en nous initiant très tôt au rudiment du métier du tissu wax. Comme beaucoup de moments, tu t'es sacrifié pour nous. Dada, que les anges t'accompagnent au pied de ton Créateur. Bon voyage. Le temple Salem de l'église méthodiste du Togo n'avait pas de place pour contenir la marée humaine sortie prier pour le repos de la maman nationale du textile et lui faire les adieux. Un repos mérité après ses grandes réussites, ici célébrées tout en rythme et en leçon. Un prophète
africains nous enseignent que la mort est un vêtement que tout le monde portera. C'est tous les jours que Dieu nous donne la grâce de coudre ce vêtement. Maman Crépi était également depuis 2 décennies ministre du royaume Lolland à Aného. Avant sa dernière demeure au cimetière municipal d'Adido, Nadede Gamele Rosa Crépi a été conduite une dernière fois au palais. Du pagne wax nous a quittés en laissant néanmoins des traces indélébiles que de nombreux et bons souvenirs, témoignages sur le parcours de Darosa Crépi, que d'émotions d'Odoaré. Lomé aussi, c'est une place tournante. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs acheter. Dans le cœur des Togolais et en particulier des grandes commerçantes de pagne du Togo et de la sous-région, Maman Crépi restera à jamais gravée. Figure historique des Nana Benz, elle et ses consorts se sont imposées comme une véritable puissance économique en bâtissant un empire florissant dans le commerce de pagne en Afrique. Dédé Rose Gamele Crépi incarnait toute une génération de femmes travailleuses, déterminées et respectées. Que de beaux souvenirs. C'est une maman battante, une maman infatigable. Elle m'a toujours soutenue. Nous remercions maman pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour ce qu'elle nous a appris, pour la manière de conduire les affaires. Et nous lui disons au revoir. Elle faisait partie des influentes Nana Benz qui réalisaient des chiffres d'affaires considérables, voyageaient dans le monde et roulaient en Mercedes-Benz. D'où le surnom Nana Benz. Son parcours exemplaire l'a conduit au poste de présidente de l'association des femmes revendeuses de wax. Elle inspirait plusieurs femmes et contribuait à leur émancipation. Dédé Crépi a été toute sa vie ce que nous appelons le combat des femmes et elle l'a réussi. Elle a réussi ce combat. Elle restera l'icône et l'exemple pour les jeunes filles qui montent maintenant dans l'entrepreneuriat. Maman Crépi était un véritable monument qui a fait ses preuves aussi bien dans le commerce que dans la gouvernance familiale. Elle a été pour nous le baobab sous lequel nous tous on trouvait un refuge. Elle a apporté soutien, réconfort à chaque membre de la famille, que vous ayez tapé à sa porte ou pas. Elle était la vraie Tassie. Reconnue dans le monde des pagnes, mais aussi dans le social et dans la communauté chrétienne méthodiste. Son travail était remarquable, d'après le révérend Godson Bavouvou. Madame Crépi, Dédé a su allier les affaires et la foi. Et elle nous a montré une capacité extraordinaire de participer à toutes les activités de l'Église. Elle est efficace et effacée, elle est très humble et elle a montré le chemin de l'entrepreneuriat à beaucoup de femmes de notre Église. Sur la terre natale à Aného, Da Crépi était également reconnue comme une femme dévouée et travailleuse. Elle avait su gagner la confiance de plusieurs rois du trône Lolland et a occupé pendant plus de 20 ans le poste de ministre du Palais Royal. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. C'est une dame vraiment exceptionnelle. À Lolland, ici, nuit et jour, au niveau des grandes manifestations, par exemple, le projet Radio Océan, le projet Centre de santé La Messin, le projet de la promotion des jeunes pour toutes les associations initiées par Togbé, le projet Fonds Lolland pour soutenir les initiatives de développement, elle était présente. Elle avait une connaissance particulière de l'histoire des gains et elle tenait à ce que, en tant que femme ou homme, nous soyons honnêtes. Nous disions l'histoire. Elle est la seule femme ministre traditionnelle pour le palais Lolland. Elle vient d'une grande famille et elle est venue s'asseoir à la place de ses ancêtres qui sont les Foli Sosro, qui sont des guerriers qui protègent le roi. Donc de ce fait-là aussi, elle a concouru à la protection de nos différents rois qu'elle a connus. Au palais royal Lolland, les tambours qui
qui ne résonnent qu'à des occasions spéciales et les danses rares disent au revoir à Anna Crépi. Son nom sera gravé en lettres d'or dans les annales du Togo, rappelant ainsi pour son héritage indélébile et son impact sans pareil. Hier 14 juillet, la France a célébré sa fête nationale. L'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero, a organisé une rencontre pour marquer l'événement, l'occasion pour le diplomate de saluer les Français et de faire une rétrospective des relations bilatérales entre la France et le Togo. Issa Karouna. L'amitié entre la France et le Togo célébrée ce 14 juillet, fête nationale française. Cette célébration offre une fois encore l'occasion à l'ambassadeur de France au Togo de saluer l'excellence des relations de coopération entre la France et le Togo. Une coopération qui a connu des succès et qui se renforce davantage, définissant de nouvelles perspectives. Plus que jamais, le dialogue, la coopération, le multilatéralisme sont indispensables pour relever les défis auxquels nous, Français, Togolais, mais je dirais même au-delà, Européens, Africains, nous sommes confrontés. C'est la raison pour laquelle la France, avec notamment ses partenaires européens, a fait le choix de l'action collective, de la coopération et d'un nouvel agenda de partenariat avec le continent africain. 4 domaines prioritaires vont désormais guider cette coopération au Togo. Je veux réitérer le plein soutien de la France à l'agenda de transformation et de développement porté par les autorités togolaises et dont le cap a été fixé par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Notre action et nos investissements s'inscrivent résolument dans ce cadre, avec une attention particulière accordée au secteur de la santé, du désenclavement des zones rurales, et je pense notamment à l'éclairage public et aux ponts de désenclavement, à la transition énergétique et au développement de l'agriculture. L'agriculture et l'agroalimentaire au Togo feront l'objet dans les prochains mois d'une mobilisation, j'espère, massive des opérateurs français au service des ambitions exprimées par le Togo sous le leadership du président de la République dans le cadre des forums agricoles. La deuxième priorité, et que j'ose et assume de qualifier de stratégique, est l'appui à la culture et au secteur des industries culturelles et créatives. Troisième priorité, mesdames et messieurs, naturellement notre sécurité collective est défiée. Au Togo, ce sont chaque année 500 cadres et soldats qui sont formés dans le cadre de cette coopération. Ce partenariat est appelé à se renforcer. Les relations entre le Togo et la France ont toujours été au beau fixe. En témoigne la dernière visite du chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, à son homologue français, Emmanuel Macron, au mois de mai dernier. Une visite qui a permis aux deux hauts dirigeants de redynamiser le partenariat bilatéral et multilatéral. Un partenariat que la France souhaite désormais réorienter pour plus d'efficacité au bénéfice des deux pays. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. Le journal de 22h30 vous sera présenté par Abide Gnassingbé. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain.